Notion de bonne foi. La bonne foi n'est pas définie par la loi, qu'il s'agisse de surendettement ou de tout autre domaine. Néanmoins, l'article L. 761-1 du Code de la consommation dispose, je cite, « est déchu du bénéfice des dispositions du présent livre, premièrement, toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Deuxièmement, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. » Fin de citation. Cet article prévoit une troisième hypothèse qui porte sur le comportement du débiteur lorsqu'il bénéficie d'un plan ou d'autres mesures de redressement. Nous y reviendrons à la fin de cette formation. Malgré les éléments apportés par l'article L. 761-1, la Cour de cassation a encore rappelé dans un arrêt du 2 juillet 2020, à propos du surendettement, que la bonne foi relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, donc du juge des contentieux et de la protection, puis de la Cour d'appel, et avant eux, de la commission du surendettement qui peut rejeter un dossier pour mauvaise foi, ce rejet pouvant ensuite être contesté devant le juge. Mais ce rejet par la commission ne peut intervenir spontanément, après le dépôt du dossier. Le 24 février 1994, la Cour de cassation avait jugé que la bonne foi étant présumée, il appartient par conséquent au créancier de prouver le contraire. La mauvaise foi ne peut donc pas être un motif d'irrecevabilité en début de procédure. Si la Cour de cassation laisse une grande liberté au juge pour apprécier chaque situation, elle avait pourtant donné quelques orientations, surtout dans les premières années qui suivirent la première loi sur le surendettement. Ainsi, le 14 mai 1992, elle jugeait qu'est de bonne foi celui qui fait des efforts pour régler ses dettes qui n'ont pas pour origine une volonté consciente et réfléchie de tomber dans le surendettement. Par ailleurs, l'article L. 761-1 exclut de la procédure de surendettement celui qui a sciemment fait de fausses déclarations. On a donc le droit d'oublier une dette, surtout quand on en a beaucoup, et que certains créanciers ne se manifestent pas avec véhémence. On remarque aussi qu'avec les contrats à tacite reconduction que nous avons abordés dans la première partie de cette formation, certaines personnes ne savent même plus quelle est la source de tel ou tel prélèvement bancaire. Certains débiteurs ou certains professionnels qui les accompagnent ajoutent parfois la mention « sous réserve d'oubli » en bas de l'inventaire des dettes, même si cela n'a pas de véritable impact. De même, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 14 mai 2009 que la mauvaise foi suppose un comportement frauduleux ou une volonté consciente de s'endetter tout en sachant qu'on ne pourra pas faire face au remboursement de ses dettes. Le 15 janvier 2009, elle avait jugé que la seule accumulation de crédits sur une courte période, sans explication précise, ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi. Plus récemment, dans un arrêt du 2 février 2023, la haute juridiction rappelait encore que la mauvaise foi doit être démontrée objectivement. En l'espèce, le débiteur n'avait pas affecté un emprunt au remboursement de la dette locative, ni respecté un délai de paiement accordé par un juge, et faisait l'objet d'une saisie pour non-paiement d'une prestation compensatoire suite à un divorce. Il n'en était pas pour autant de mauvaise foi. La Cour de cassation a donc battu en brèche ce concept d'endettement actif retenu par des commissions de surendettement et des juges du fond pour en déduire la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins, le principe demeure que le juge du fond dispose d'une grande liberté d'appréciation, ce qui peut paraître en contradiction avec d'autres décisions que nous avons mentionnées. En pratique, celui qui joue au Monopoly grandeur nature, qui s'endette en sachant qu'il ne pourra pas honorer ses engagements, risque d'être considéré comme de mauvaise foi si, comme nous l'avons dit, un créancier au moins le fait remarquer. On constate aussi que certains professionnels sont censés faire montre, sinon d'exemplarité, du moins de compétence qui devrait leur épargner les affres du surendettement, sauf bien entendu s'il est causé par un accident de la vie, comme la maladie ou le divorce. Un dossier de surendettement déposé par un employé de banque chargé de vérifier les demandes de crédit, par un expert comptable ou par une conseillère en économie sociale et familiale,
peut faire l'objet d'une certaine suspicion. Et sans accident de la vie, ou plus généralement sans bonne raison pour expliquer sa situation, sa bonne foi risque d'être remise en cause. Les juges ont également écarté la mauvaise foi qui résulterait de faits ou comportements sans relation directe avec la situation de surendettement, comme un licenciement pour faute ou une condamnation pénale. Au contraire, la Cour de cassation précisa à plusieurs reprises, et encore dans un arrêt du 31 janvier 2013, que la bonne foi s'apprécie à la fois au moment de l'examen de la situation du débiteur, donc en pratique au moment du dépôt du dossier, et à la date de chaque engagement, notamment chaque emprunt ayant conduit au surendettement. On a aussi relevé des décisions indiquant que le fait d'avoir été de mauvaise foi à l'égard d'un créancier ne signifie pas qu'on le soit de manière globale. Néanmoins, si la dette à l'égard de ce créancier représente l'essentiel du surendettement, il sera difficile d'échapper à la sanction de mauvaise foi. Quant à la mauvaise foi, au moment du dépôt du dossier, elle se matérialise principalement par des omissions ou mensonges, tant sur son véritable endettement que sur son patrimoine ou sa situation.